Bonjour et bienvenue dans un épisode du Urban Tech Hub podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir Brice Leblevnec avec nous pour une session Q&A où je vais essayer de le faire un peu transpirer pendant qu'il est sur le grill. C'est Alain Waha, notre ami commun, qui nous avait introduit, qui est donc Chief Technology Officer de Bureau Apple, un des plus grands ingénieurs au monde. Brice, bienvenue. Merci de me recevoir, Idriss. C'est avec grand plaisir que je participe à ce podcast. Trop bien. Première question, qui es-tu, évidemment, donc quelle est ta passion? On a coutume de recevoir que des personnes très spécifiques, qui ont un background extraordinaire, qui ont vraiment des choses à raconter. Donc, qui es-tu? Quelle est ton histoire? Déjà, je ne suis pas une personne très spécialisée, je suis un généraliste de la technologie. Je m'intéresse à peu près à tous les chapitres de la tech et j'en ai fait ma carrière, ça fait depuis à peu près les années 90, enfin 1990. J'ai créé mon agence en 91, donc voilà, que je chipote dans la technologie et j'ai tout fait, je veux dire, j'ai touché un petit peu tout, musique électronique, Ok. DTP, CD-ROM, développement web, application, e-commerce, campagne, voilà. Donc je suis un geek passionné de technologie et de progrès et de science. Ça, c'est vraiment les choses qui me motivent et qui a essayé de faire de ses passions son métier et qui a quand même réussi un peu quand même. Et on va en parler évidemment de cette réussite. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tu as fondé une boîte et passé en fait de 1 à 1000 employés, plus ou moins, quelque chose Alors, comme on ça. était deux à la base. Ok. Donc on était deux associés, une dame un peu plus âgée que moi que j'ai rencontrée dans une agence de publicité où j'ai travaillé pendant un an, et puis moi. Effectivement, on était deux au départ, et j'ai connu toutes les étapes de la croissance. Si tu veux, avec trois grandes phases, on peut vraiment découper. Les premières dizaines d'années, c'est vraiment la petite start-up, la petite entreprise. On était deux, puis on a terminé dans les 30 personnes, un truc comme ça. Et puis on a fait une fusion avec une autre agence qui s'appelait Himalaya. On s'appelait Ex Machina en 91 et pendant les 10 premières années, on a fusionné, on s'est appelé iMachina. Et là, on était, au moment de la fusion, on devait être, je sais pas moi, 40, 50, un truc comme ça. J'ai un peu oublié les chiffres détaillés. Et là, on a fait tout un trajet, juste l'introduction en bourse de iMachina. C'était en 2006, on a levé 8,5 millions d'euros sur le marché Alternex, qui était un marché de PME Mhm. à forte croissance. Et puis là, j'ai fait la troisième phase, je dirais. Après cette introduction en bourse, on a fait beaucoup d'acquisitions, plus de 20 acquisitions, je Ah, crois que ouais. c'était 25 au total. Enfin, dedans, il y a des achats de fonds de commerce, il y a des projets de venture, de co-venture, et puis il y a effectivement des acquisitions. Et puis, on a terminé par une vente, par une OPA, si tu veux, puisqu'on Ouais. était une société cotée, à une société cotée aux États-Unis sur le Nasdaq, une société de 100 000 personnes qui s'appelle EPAM. Et au moment de la vente, on était 1000 ou quelque chose comme ça. Peut-être, ça prend un certain temps. Au moment où j'ai quitté, on devait être 1200, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est fou. C'est fou. Et donc, il y a vraiment des phases très différentes. Quand tu es 5, 10, 15, tu sais encore gérer à peu près tous les gens autour de toi, tu es au courant de tous les projets, tu dispatches les projets, etc. Puis après, il y a une phase où tu dois mettre en place un middle management. Donc, tu apprends plutôt à gérer des managers qui eux-mêmes gèrent des équipes. Tu vois, il y a des limites physiques que j'ai Ouais, bien appris en sûr. faisant mon métier. Un account manager gère 2, 3 project managers. Un chef d'équipe gère 7, 8 personnes maximum. Tu vois, tu as des règles comme ça liées aux technologies de l'époque aussi, parce que les choses changent et les Hmm. technologies évoluent, donc c'est peut-être différent aujourd'hui. Mais j'ai appris tous ces ratios, et puis après, la taille d'une agence, le maximum, le plafond maximum, donc c'est 100 à 200 personnes dans les grands pays, ça dépend d'un pays à l'autre. Ouais. Et puis voilà, puis j'ai compris comment tu fais de la croissance en faisant des acquisitions, des fusions, en faisant la symbiose entre différents offres de services, et puis tu mets tout ça ensemble, tu vends ça à des grands clients, bien que ce soit dispersé dans plein d'agences, et puis tu mets en place des systèmes de gestion, des managing directors des agences. Voilà. Donc j'ai fait toutes ces étapes-là jusqu'à la fin, jusqu'à l'exit, si tu veux, Ouais. où là on était, je pense au moment de l'exit, on était dans 20 pays, ou peut-être 19 pays, il faudrait que je vérifie, mais on était dans, mettons, une vingtaine de pays. On devait être un millier, puisqu'on faisait à peu près 100 millions d'euros, et dans mon métier, c'était un ratio 100 000 euros par personne en moyenne. C'est ça. C'était ce qu'on voyait dans les agences dont on faisait l'acquisition, et puis ce qu'on a toujours Hmm. essayé d'atteindre. Hors média, hors achat média, je parle Ouais, vraiment de prestations de marge. Et très clair. voilà. Et là, c'était tout à fait un autre métier, puisque tu gères
des managing directors, des gens qui étaient le patron de leur agence, et tu les motives, et tu partages une vision, tu mets en place des outils de félicitation. Donc c'est vraiment des métiers très différents au fond. Tu es responsable, tu vois, tu dois sortir ton rapport annuel. Dans notre cas, c'était 2 fois par an. Tu as plein de contraintes, comme idée d'audit, comme idée de rémunération. C'est des métiers qui n'ont rien à voir. Tu vois, alors que tu es le dieu dans ton agence quand tu es 10, et puis à la fin, tu es quelque part un employé des actionnaires, du conseil d'administration, avec des associés, avec des contraintes, avec des règles, avec des lois, enfin voilà, qui varient par pays. Donc c'était extrêmement compliqué, mais c'était très intéressant et je ne regrette pas d'avoir fait tous ces métiers. Sachant qu'en parallèle de tout ça, je faisais de la télévision, de la production audiovisuelle, de la radio, je faisais journaliste. J'ai toujours eu plusieurs métiers en parallèle, j'avais des petites startups un peu partout. Et donc j'ai eu la chance comme ça de pouvoir faire plein de choses très très différentes, essentiellement dans les médias, dans la communication, dans le digital, dans le software. Mais voilà, tout ce monde-là, j'ai eu la chance de pouvoir l'expérimenter et de faire plein de projets. Et c'était passionnant, quoi. Tu as touché à beaucoup de sujets que j'aimerais approfondir. Et le premier, un peu off-script, mais c'est la question de la culture d'entreprise, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu grandis si vite et quand tu incorpores d'autres boîtes, et quand à la fin tu perds le contact, tu peux pas connaître tout le monde. Tu peux plus connaître tout le monde. Et donc, est-ce que c'est encore possible de garder une culture d'entreprise avec les valeurs, etc. Ou ça a fort évolué aussi au niveau des valeurs de la société Alors non. Garder l'âme, en fait. Oui. Donc ça, c'est ma spécialité. Donc moi, j'étais Chief Visionary Officer. Bon, les 10 dernières années, j'étais CEO, mais j'ai fait plein de postes. En fait, quand on a fusionné en 2001, il y avait 2 personnes. Il y avait moi et Denis Stezel, qui était le fondateur des Malaya, et moi d'Ex Machina, et on s'est regroupés. Et il y avait encore plein d'autres actionnaires, mais pour faire simple, Denis avait une expérience business, il avait déjà vendu une boîte, il s'est dit, moi je vais faire CEO, Brice, il connaît le métier, il connaît les technologies, il est passionné, on va le mettre Chief Visionary Officer, puis président du conseil d'administration, etc., des trucs comme ça. Et puis après on a changé, enfin, chaise musicale. Et moi, ma spécialité, c'était ça. C'était partager la vision avec les gens. Alors tu partages la vision, d'abord tu fais des meetings où tu expliques ce que tu vois dans le futur, où on va, mais pas que où on va nous, mais où va les consommateurs, les habitudes, les médias, le marché, comment on voit le changement de notre civilisation, parce qu'au fond c'était ça. On était une boîte digitale et on était en train de changer la société, littéralement changer les habitudes de consommation, les habitudes de vie, comment les gens se rencontrent, comment ils consomment, comment ils font des enfants, comment ils les éduquent. On touchait à tout ça. Et donc, j'avais régulièrement une présentation annuelle qui se retrouvait traduite dans le rapport annuel, mais aussi dans des présentations, dans des événements que je présentais à l'ensemble du team. C'était voilà ce que je pense du monde où on va. Alors, ça s'appelait une fois Human 2.0. Enfin, il y avait des tas de titres comme ça, mais chaque fois, j'essayais de leur dire, voilà, on est tous ensemble en train de changer le monde, de faire un monde meilleur, grâce au progrès, grâce à la technologie. Et j'ai aussi, alors ça c'était une chose, puis on avait le petit livre orange, parce qu'une des couleurs chez Machina, il y a 3 couleurs, orange, bleu, vert, vert business, bleu technologie, orange créativité. On avait créé, tu vois, l'équivalent du petit livre rouge de Mao Tse-tung. Chez nous, c'était le petit livre orange, dans lequel en fait on détaillait vraiment nos valeurs, notre mission, comment on voit le monde. Alors, on parlait aussi de tous les outils technologiques, on parlait aussi des restos d'alentour, des loisirs à faire ensemble. Voilà, mais c'était un petit manifeste, si tu veux, qui partageait un peu notre culture de la créativité, du progrès technologique, de la stratégie au service de nos clients. Et voilà. Donc, une culture, ça se construit, et surtout, ça se construit dans le temps. Donc, il faut une constante, et c'est un combat perpétuel. Parce que cette culture, elle se traduit aussi visuellement, dans des guidelines, dans des présentations, dans une façon de se présenter. Et c'était un combat permanent, si tu veux, de maintenir cette cohésion, surtout quand tu fais des acquisitions. Évidemment. Où tu dois leur donner des templates PowerPoint, des éléments de langage, de description. Et tu dois maintenir une forme de philosophie de management. Et la façon dont on a maintenu notre vision, c'est en faisant des acquisitions uniquement de sociétés dont les fondateurs étaient alignés et avaient déjà des valeurs communes avec nous. Donc respecter la créativité, respecter une certaine prise de risque, un respect pour les gens qui tentent et échouent, mais néanmoins font avancer les choses et qui font des choses qui font du sens pour les clients et pas du bluff
Ouais. Dans le monde des agences de com, il y a beaucoup de projets qui servent à rien pour les clients, qui est juste un moyen de consommer du fee et puis de gagner des awards pour les agences. C'était pas notre culture chez nous. C'est ça. Donc on a toujours eu ce sens de, il faut que ça ramène du pognon à nos clients, que ça fasse sens, que ce soit de l'excellence technologique et que ce soit satisfaisant créativement. Et tout ça, on l'a implémenté en choisissant les bonnes agences, avec les dirigeants qui étaient alignés, et puis en partageant tout ça avec des outils et des instruments. Et puis ma présence perpétuelle à les harceler pour garder une certaine cohérence. Et je peux te dire, c'est un combat. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Alors quand tu dis c'est fond noir, il dit c'est fond blanc. Quand tu dis vert, orange, bleu, il dit c'est mieux mauve et rose. Donc il y a la typographie, tout ça c'est un travail de maintien de la cohérence sur le temps. Mais on a réussi en fait. On a toujours eu cette excellence en termes de communication d'une agence avec une forte cohérence. Les sites internet, les newsletters, la façon de se présenter, de s'habiller. Tu vois, juste s'habiller. On avait des codes noirs avec touche d'orange, bleu, vert, des choses comme ça. Quand on débarquait dans un événement, c'était, tu sentais la culture. Tu sentais des gens aiguisés, passionnés, fiers de leur boîte et tout. C'est très important. Et je dirais, la culture est même plus importante que ta stratégie. Parce que la stratégie, tu peux l'ajuster, tu dois l'ajuster, mais ta culture, tu peux pas l'ajuster comme ça prend du temps de la créer. Et de la... Donc c'est quelque chose que tu dois vraiment construire sur le temps et qui est fondamental. Ouais, complètement d'accord. Et le sujet de la vision et la clarté de la vision, c'est aussi fondamental. Nous, on vient de terminer un rebranding, hein, donc 87, on s'appelait PropTech Lab avant parce que historiquement, on était dans la PropTech et on s'est rendu compte que la terminologie PropTech avait un problème de perception, que c'était perçu comme trop high-tech, trop pour les nerds, IT, trop software, peut-être un tout petit peu d'hardware, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. C'est toute innovation dans la construction, dans l'immobilier, que ce soit high-tech, que ce soit innovation technique, low carbon materials, off-site construction, prefab, ou innovation de business model, etc. Bref, rien n'allait. En plus, on n'est pas un lab. Et en plus, on a lancé plusieurs autres boîtes, une au Luxembourg, une en Tchéquie, en Espagne, Portugal, on a le Urban Tech Hub, on a Recap. Donc, les gens ne comprenaient plus. Qu'est-ce que c'est? Ils font quoi? Donc, on avait besoin d'apporter plus de clarté. Et on a fait un peu un step back. Et on s'est rendu compte, OK, la construction à l'immobilier, c'est le plus grand secteur au monde. Plus ou moins une personne sur 10 travaille dans ce secteur-là. C'est 321 trilliards de dollars, etc. Mais c'est le moins digitalisé. C'est le plus polluant. 40% d'émissions de CO2, mais aussi 50% d'extraction de matériaux premiers, aussi 30% des déchets, etc., etc. Mais surtout, c'est le secteur dans lequel on passe en moyenne 87% de notre temps au cours de notre vie. Ça domine chaque aspect de notre vie quotidienne. Donc si on arrive à améliorer la construction et l'immobilier, on peut arriver à améliorer peut-être jusqu'à 87% de la vie des gens. C'est tellement gigantesque. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler 87. Et dans cet exercice de rebranding, on a aussi vraiment essayé d'avoir une vision super clair de ce qu'on fait. Et donc, j'aimerais avoir ton point de vue sur la vision. Comment est-ce qu'on travaille ça? Comment est-ce que, en tant que Chief Visionary Officer, CEO et tous les autres rôles, c'est à propos de... C'est quoi? C'est s'éduquer, c'est lire, c'est challenger, c'est parler à des gens. Et comment tu nourris ta vision? Comment est-ce que tu peux avoir une vision la plus claire possible? Parce qu'on dit que le CEO doit avoir 3 rôles, in fine. Avoir la vision la plus claire possible, trouver les meilleures personnes au monde pour exécuter cette vision et leur donner les meilleurs outils possibles. Quel est ton point de vue sur la vision? Alors, moi, je suis né visionnaire et je n'ai jamais compris d'où ça venait. Donc, je peux juste te dire que j'ai un nez pour déterminer si une tendance sociologique ou technologique va prendre et va créer de la valeur. Donc, ça consiste en fait, il faut être extrêmement curieux. Curieux, ça veut dire lire. Tu sais, moi, j'ai une habitude, je rentre dans une librairie. Enfin, j'avais une habitude, parce que maintenant, le monde a changé, mais je rentrais dans une librairie et je prenais 3 magazines de trucs auxquels je ne connaissais rien. Je sais pas, moi, la voile, les tatouages et l'équitation, tu vois. Et les lire de A jusqu'à Z. Pourquoi? Pour me nourrir de mondes que je ne connais pas. Et tout ça, en fait, ça te nourrit et ça crée une forme de créativité, parce que la créativité, c'est la combinaison de concepts qui créent de nouvelles opportunités, si tu veux. Et la deuxième chose, c'est que ça te donne une compréhension du monde et des êtres humains et des tendances. Et moi, mon domaine, c'est ça. C'est comprendre
ce qui va fonctionner avec les êtres humains. Parce que les êtres humains, je les connais, même sans faire de statistiques, tu sais que ils sont gourmands, ils sont paresseux, ils sont curieux, ils aiment le plaisir, ils détestent les efforts. Une fois que tu connais, que tu comprends l'être humain, tu sais si une technologie, si un service, si une tendance va fonctionner ou pas. Parce que est-ce qu'elle va correspondre à ces besoins fondamentaux de l'être humain qui, au fond, est une constante qui change assez peu, hein. Les technologies, elles changent tout le temps, elles évoluent, mais l'être humain, il reste un peu tout le temps le même, si tu veux. Il a tout le temps, voilà. Mais il va changer sa façon de fonctionner. Et ce qui est important, c'est que tu dois inscrire le trajet de ton entreprise dans ces tendances-là. Tu dois la mettre là où il y a des opportunités de créer de la valeur, là où il y a de la nouveauté, là où il y a du changement, parce que le changement, c'est les opportunités. Et tu es en permanence obligé de bouger, tu es en permanence obligé de faire de la croissance, tu es obligé, dans notre métier, en tout cas celui d'agence tech, etc., tu es obligé en permanence choisir le bon chemin, la bonne plateforme, la bonne tendance, de l'observer et de la traduire en valeur pour tes clients, parce que tu travailles en fait pour d'autres entreprises. Donc c'est le monde du B2B. Et là, pour moi, la vision, ça consiste essentiellement à traduire ces tendances sociologiques que j'observe en opportunité de créer des services, des produits et en choix technologiques dans lequel on va investir, éduquer nos développeurs ou nos commerciaux et sur lequel on va mettre des offres en place et aller sur le marché. Et quand tu arrives avec cette vision de où va le monde, comment les gens sont en train de changer, vers quoi ils vont, il faut être à l'avance. Il faut arriver chez un client et savoir ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, là où eux doivent investir et miser, là où ils doivent prendre des risques. Et puis, évidemment, là derrière, tu glisses ton offre de service et comment tu peux exploiter ce que tu vois venir pour créer de la valeur pour eux. Et ça, c'était la vision chez Imakina. Chez Imakina, c'était pas à propos de créer une économie plus équitable, tu vois, ou de décarboner l'économie. Non, notre idée, c'était utiliser le progrès pour accompagner le changement de la société et créer de la valeur pour nos clients. Ça, c'était notre vision. Maintenant, d'autres sociétés ont une autre vision. Ils peuvent décider, nous, on veut rendre le monde plus juste, plus divers, plus équitable, plus inclusif. Ou tu peux dire, moi, ma vision, c'est, je pense qu'il faut changer l'énergie et devenir et contribuer à diminuer les émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais la vision, elle est personnelle, si tu veux, à l'entrepreneur, à son business, etc. Et nous, on s'est inscrit là-dedans. Et le coup de bol, c'était que j'étais assez juste. J'ai accompagné des mouvements qui étaient énormes. Tu vois, l'arrivée de l'e-commerce, l'arrivée du digital, d'Internet, de l'e-commerce, de la micro-informatique, de l'informatique mobile, enfin des smartphones et tout. J'étais chaque fois j'étais tôt sur ces tendances, avec déjà des produits, des services, comment on peut l'exploiter, l'utiliser. Et tout le monde dans l'entreprise, savait où on allait, quoi. Ils savaient, l'année prochaine, on va mettre la patate sur les applications mobiles. Dans 2 ans, ce sera ça. Pourquoi? Mais parce que les gens sont en train de consommer. Et puis, du coup, ils sont tous là, alertes, ils voient ce qui se passe dans leur magasin du coin, chez leurs clients, dans leur vie. Ils viennent avec des idées, ça lève des clients. Et ils ont l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Parce que ils créent de la valeur dans la vie des gens. Ils rentrent à la maison, ils peuvent dire à leur femme, tu sais, chérie, moi, aujourd'hui, j'ai participé à mettre en place un site d'e-commerce, je sais pas moi, pour Ikea, ou une marque de voiture où tu peux essayer une voiture en réalité virtuelle alors qu'elle n'existe pas encore avant de l'acheter et tout. Et sa femme dit, c'est super rigolo, j'aimerais bien essayer ça, tu vois. Voilà, c'est leur donner quelque chose où ils se disent, je fais quelque chose qui a du sens, qui est utile. En fait, et voilà. Vas-y. C'est un truc qui est très personnel, et surtout transmettre la passion. Tout à fait. Parce que quand tu dois bosser et que tu es dans une équipe de 25 gars qui font un projet où chacun fait une petite brique, même si tu sais quelle est la finalité, que ça te donne un peu de sens à ton boulot, il faut garder la motivation sur la durée. Parce que c'est des projets qui prennent parfois des années. Tu vois. Donc, il faut que ce soit une passion, que tu aies ce drive qui te maintienne dans le temps, qui te donne une espèce d'inertie, de volonté d'arriver jusqu'au bout du projet, malgré tous les écueils, toutes les difficultés, tous les problèmes techniques. Et ça demande vraiment une force de persuasion et pour que les gens soient motivés et qu'ils restent. Et voilà, j'ai fini. Non, mais super inspirant. Et quand ça m'est déjà arrivé, quand j'expliquais à des collaborateurs, des collègues, la vision,
qu'on me dise merci. Parce que ça les motive et ils voient le purpose et ils disent oui, c'est exactement ça, merci, je suis trop motivé et tout. Donc c'est quand même très puissant, quoi, une bonne vision. Et on dit qu'avoir une bonne vision, c'est quand tu regardes quelque part, voir quelque chose que quelqu'un d'autre ne voit pas en regardant dans la même direction. Donc c'est voir une perception, une clarté sur quelque chose que les autres ne voient pas forcément. Ok, j'aimerais t'entendre sur les exits. Soit un des deux, soit le premier exit, soit quand vous avez vendu à la société cotée au Nasdaq. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce que vous avez commencé à travailler sur une stratégie d'exit à 12 mois avant, etc. Ou est-ce que ça a été très opportuniste? Est-ce que vous avez un investment banker qui gérait le deal? Ou comment ça s'est passé? Si tu peux nous expliquer un peu mieux. Alors, il y a pas mal de choses que je ne peux pas communiquer parce qu'on était une société cotée qui a été acquise par une autre société cotée. Bien sûr. Et c'est très complexe avec plein de règles, etc. Mais pour te donner les grandes lignes, on était une société cotée dans laquelle il y avait des actionnaires, des gros actionnaires, qui s'étaient engagés pour 10 ans. Ils étaient très contents d'être actionnaires. Au bout de 15 ans, ils ont commencé à nous dire, bon, il serait le moment que nous puissions sortir d'une manière ou d'une autre. Liquidité, quoi. Et donc le top management, c'est-à-dire moi et Karim Choukri, mon associé, à l'époque, on était surtout preneurs de se reluer, c'est-à-dire de racheter des parts aux autres actionnaires et d'essayer Nous, on était motivés pour vraiment continuer le développement. Et voilà. Donc on était dans cette réflexion, comment est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui veulent sortir sortent, ceux qui veulent rester puissent racheter d'une manière ou d'une autre, en s'endettant, voilà, d'une manière ou d'une autre, le truc. Mais on était toujours, Karim et moi, à plutôt une société à l'achat qu'à la vente. C'est-à-dire qu'on continuait à identifier des cibles sur le marché, à essayer de racheter, de consolider. Et on était en croissance perpétuelle, tout le temps en essayant de générer suffisamment d'EBITDA pour avoir les moyens, sans s'endetter trop, de faire des rachats bien structurés de manière à ce qu'on puisse financer une partie. Voilà, et on n'était pas du tout en train de rechercher à être acheté. On était en train de trouver une solution pour augmenter notre implication dans la boîte, continuer à faire de la croissance et continuer à racheter d'autres boîtes. Mais un jour, on rencontre comme ça accidentellement, on a été contacté plein de fois par des boîtes qui voulaient nous racheter des gros machins, mais chaque fois on leur disait bon. On n'est pas, si nous proposez un prix exorbitant, on va pas dire non. Mais tu prenais les meetings, tu les rencontrais à chaque fois. Oui, tu es poli, puis tu veux aussi, parfois, c'est aussi une opportunité de bosser ensemble, de faire des deals, de faire du partenariat, de sous-traiter pour eux, ou qui sous-traitent pour nous, ou qu'on avoir des clients ensemble. C'est jamais clair. Ils te disent jamais, bonjour, on voudrait vous racheter, venez nous voir. C'est pas aussi simple que ça. C'est toujours, oui, il faudrait qu'on parle, on a des activités complémentaires, puis t'arrives et en gros, ils te font comprendre qu'ils voudraient te racheter, voilà. Et en fait, on n'avait pas du tout envie de vendre. Bon, alors, à chaque fois, on leur disait en gros, si vous mettez un prix exorbitant, bon, peut-être qu'on pourrait se laisser séduire, mais dans les ratios, les multiples de notre secteur, nous, on est plutôt à l'achat qu'à la vente, et donc, voilà, on n'est pas super demandeur, etc., etc. Jusqu'au jour où on tombe sur une société qui, vraiment, a un match extraordinaire avec nous. C'est-à-dire que les territoires où nous on était présents, essentiellement, n'est pas les mêmes que les compétences que nous on avait, qui étaient plutôt stratégiques, expérience utilisateur et tout ça, complétaient leurs compétences qui étaient plutôt ingénierie. Et pour vendre de l'ingénierie, si tu vends l'expérience et la stratégie avant, ça marche mieux. Donc il y avait une complémentarité qui faisait que c'était pour eux une acquisition stratégique. Ah, donc c'est pas une acquisition. Alors, en plus. Ils achetaient pas du chiffre d'affaires, ils achetaient un truc qui allait démultiplier la valeur de leurs activités actuelles, qui étaient bien plus grandes que les nôtres, puisqu'ils étaient, je sais plus, 80 000, un truc comme ça. Nous, on était 1000, tu vois bien que c'est. Mais ces 1000 pouvaient contribuer à créer énormément. Et donc, ils sont venus avec une proposition qui était quasi impossible. Quand tu es une société cotée en bourse et qu'on fait une OPA, c'est une offre publique d'achat. Quand ils sont venus avec leur offre publique d'achat sur le marché, c'était quasiment impossible à nos actionnaires de dire non, parce que c'était un multiple de notre cotation. C'était extrêmement bien payé, une valorisation à laquelle on n'aurait pas pu arriver. Enfin, il aurait fallu encore 10 ou 20 ans, si tu veux, de croissance organique et par acquisition pour arriver à une telle valorisation. Et donc, là, on a dû se résoudre, Karim et moi, à accepter l'idée de faire un exit, mais on a bien négocié qu'ils garderaient les managers en place, qui ont continué la stratégie de développement
de Emakina et que Karim continuerait à faire des acquisitions. Moi, je continuais à développer l'offre de services dans les pays de l'EPAM. Il se trouve que la société en question était une société avec à peu près qui adressait essentiellement le marché américain et dont les ressources, donc sur 80 000, ils avaient genre 15 000 en Russie, 20 000 en Ukraine, enfin je me trompe à quelques milliers près, et 10 000 au Bélarus. Et donc, on clôture notre acquisition le 21 novembre, enfin fin novembre si tu veux. Tout est payé, tout le monde est content, les actionnaires sont là. Puis Karim et moi, on repart motivés. Voilà, maintenant on est dans un grand groupe. Moi, j'ai 60 pays à ouvrir avec l'offre d'Emakina. Karim, il était en train de faire un deal en Allemagne, en Angleterre. Enfin voilà, c'était fantastique, tu vois. On était super contents et tout. Puis là, il nous annonce, les gars, c'est la guerre, c'est la cata, l'action de la cité qui nous rachète. Nous, on s'en fout, on est payé en cash, mais passe de, je sais plus, 730 à moins de 200. Tous les gens payés en RSU, donc en actions, se retrouvent ruinés, quoi, parce que leurs actions perdent deux tiers de leur valeur. Et ils nous annoncent, bon, écoutez, on va devoir survivre, on va devoir se battre pour. Et donc on arrête. Ouais, Emakina, la marque Emakina, tout ça, on va plus financer ça. Les acquisitions, vous oubliez. Vous restez dans votre bureau à vous tourner les pouces. Et là, on s'est dit, bon, on part, quoi. Karim et moi. Voilà. Et en gros, on a tenu 3 mois, et puis on est parti en juin pour moi, septembre pour Karim. Et donc, ça s'est pas déroulé exactement comme on le souhaitait, mais d'un autre côté, c'était le plus bel exit qu'on puisse imaginer pour tous les gens qui nous ont fait confiance pendant 21 ans, 20 ans. 20 ans. Donc, c'est quasiment un des exits les plus extraordinaires d'une société cotée, en tout cas en Belgique. Quand tu regardes le montant, quand tu regardes les ratios, mais coup de bol, en plein Covid, parce qu'on a terminé, donc tout s'est négocié en plein Covid par vidéoconférence, des trucs comme ça, avec des bureaux d'AVK, des banques privées. Tu n'imagines pas, quoi. On avait des réunions, tu ouvrais Teams, tu avais 30 gars en face, tu vois. Lui, il s'occupe et puis nous, on était 4 dans notre bureau. Trop marrant. C'était vraiment et c'était très compliqué parce qu'on devait vraiment respecter des procédures, des règles. Tu vois, par exemple, tu es en train de discuter avec une société cotée. Bah, tu peux pas leur communiquer d'informations. Si le deal ne se fait pas, il faut que chacun puisse repartir de son côté sans que toi, tu aies affaibli ta position dans le marché. Et donc, c'était compliqué parce qu'en gros, on n'avait que les informations publiques du rapport annuel à leur communiquer sur les résultats de l'année passée, mais on voulait négocier le prix sur l'année en cours. Enfin, c'est ultra compliqué, mais bon, on a réussi. Je pense qu'on n'a pas fait d'erreur, on a été très bien conseillés. On a fait très très attention, on a respecté tout scrupuleusement. Vous imaginez pas, avant chaque réunion, j'étais briefé par mon avocat, notre lawyer, sur attention, ça tu peux dire, ça tu peux pas dire, pour pas faire la moindre faute. Tu vois, j'étais là avec des grosses gouttes de sueur, et puis j'étais super bien entouré. On était avec des gens brillantissimes. Bon, d'abord Karim, qui est mon associé, mais qui est, pour moi, c'est le plus grand négociateur que j'ai rencontré de toute ma carrière. Je veux dire, ce type il est ultra malin, intelligent, il pense 5 coups à l'avance, il est super compétent, tu vois, je pense que sans lui, on n'aurait jamais réussi, ça c'est certain. Et puis on avait quand même toute une équipe autour qui était très fort. J'imagine. Et voilà comment on a réussi à faire ça en plein Covid. Et anecdote personnelle, ok, c'est signé, c'est quoi la première chose que tu as fait? Acheter une nouvelle maison. Parce que je venais de passer 2 ans de Covid à la maison avec ma compagne qui bossait chez Emakina, enfin qui bosse toujours d'ailleurs chez Emakina, qui s'appelle maintenant Empathy Lab, puisqu'ils ont rebrandé. À la maison, tu vois, dans une grande salle, c'était un loft, une grande salle avec mes enfants. Tu vois, elle faisait de la peinture, de la couture, elle bossait. Et moi, je vais faire mes contacts, tu vois, en plein négociation de deal, due diligence. Et alors, elle à côté, qui devait faire un truc pour des clients. Je devenais dingue, toi. Donc, j'ai acheté une maison où elle avait son bureau, mon bureau, et puis voilà. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Puis, pendant 18 mois, j'ai fait retaper la maison, aménager la maison, meubler la maison, décorer la maison, remettre tout en fonctionnement dans la maison. C'est plein de gadgets technologiques. Ouais, c'est de ça qu'on avait discuté. Et surtout, installer tous les PropTech possibles et imaginables. Tu n'imagines pas. J'ai 200 trucs dans mon application HomeKit. Et le propriétaire précédent était anti-Wi-Fi technologie.
Tu vois, donc tout était encore avec des câbles ou sans Wi-Fi. Et bon, j'ai tout connecté. Et j'ai mis à peu près 18 mois pour faire tout le truc. Et maintenant, bon, ben, après ça, je m'embêtais. Et donc, c'est pas que je m'embêtais. Et puis j'ai commencé à faire de l'investissement. Alors, voilà, ça m'occupe beaucoup. J'ai des lignes directes. Je passe par B-Angel, par des boîtes de VC, par des fonds. C'est ça. Et voilà. Mais tu sais, quand tu parlais de la Et puis j'ai vision, lancé une start-up aussi. les tableaux. Ouais, zootrop.be, qui fait des... Alors, ma passion, c'est la tech, hein, bien sûr. Donc, quand l'AI arrive, bon, la première chose que je fais, c'est je fais joujou, je chipote, ça me donne des idées. Et on a développé un produit qui utilise 5 AI pour faire vraiment une expérience magique, si tu veux. Et avec lequel je m'amuse bien. Et puis, j'ai fait une première production, j'ai tout vendu. Maintenant, je suis en train de faire la suivante. Trop bien. Voilà, mais c'est une petite start-up, c'est plus un hobby, parce que c'est sympa, mais... Mon but, c'est plus de travailler, quoi. Mais c'est assez common sense, en fait. Quand tu expliquais la vision du monde, c'est comprendre le monde, s'éduquer sur des sujets qu'on ne connaît pas, etc. Et ce qui peut faire de toi, justement, un bon investisseur, je pense. Donc, c'est ce que disait Ron Baron, qui est le fondateur de Baron Investment ou Baron Capital ou je sais pas quoi, un fonds d'investissement de 50 milliards de dollars sous gestion, que lui-même a créé. Et il disait, pour être un bon investisseur, il faut avant tout comprendre le monde. Comprendre où va le monde, etc. Et donc, c'est du common sense. Après, il y a plein d'autres sujets, évidemment. Mais donc, ok, très clair. Si tu regardes derrière tes épaules dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des erreurs que tu regrettes ou des moments painful ou plus douloureux qui viennent à l'esprit dans cette aventure qui passe de 2 à plus de 1000 personnes? Est-ce qu'il y a des sujets, des retours d'expérience, des leçons que tu aurais envie de partager? Alors, j'ai eu le plus difficile dans mon métier, c'est que mes assets, c'était des gens. Hein, donc, quand tu es une agence, tu vends des mandates, tu vends des projets. Essentiellement, tu vends des talents et tu vends des gens. Et je me suis attaché à certaines personnes. Tu vois, des gens avec qui je travaille 10 ans. Tu vois, tu passes des soirées à faire des projets pendant toute la nuit pour le client. Tu vois, il y en a que je considérais presque comme mon enfant. Ouais. Parce que je les prends très jeunes à la sortie de l'école, je les forme pendant 10 ans. Et puis après, ils te trahissent. Tu vois. Et ça, c'est des expériences désagréables. Alors, j'ai des gens qui sont partis honnêtement, puis des gens qui sont partis en te mentant malhonnêtement, tu vois, en disant je vais faire des carottes, alors ils font une agence concurrente, tu vois, en piquant tes clients. Et voilà. Et ça, j'ai eu des grandes déceptions humaines, tu vois, mais qui m'ont vraiment blessé, jusqu'au moment où j'ai appris à vraiment me détacher et à plus mélanger le business et les amis, quoi, si tu veux. Mais ça m'a mis du temps parce que j'étais un naïf jeune entrepreneur. J'ai commencé pendant 10 ans avec un esprit familial, tu vois. Mon associé était une dame, c'était comme la maman, moi le papa. Tu vois, quand nos employés avaient un problème, on allait à la maison, on faisait la cuisine. Et donc, j'ai dû apprendre à passer de l'esprit familial à l'esprit entrepreneurial, puis à l'esprit du patron qui gère, si tu veux, la survie de sa boîte, ses priorités, et qui est pas forcément au service de ses employés, qui est plus au service de ses employés. J'ai toujours été au service des gens qui venaient de me voir pour résoudre leurs problèmes et les accompagner, leur donner les outils, etc. Mais au fond, après, leur problème de vie, c'était leur vie, et j'essayais de pas trop m'attacher. Ça, c'est une grande leçon de vie. Il faut pas faire du business avec des amis, ou en tout cas, il faut pas faire de grands business avec des amis. Tu peux faire des petits business parce que tu auras des petites décessions. Mais si tu fais des grands business, voilà. J'ai eu des gens, il m'est arrivé quelques aventures qui étaient extrêmement désagréables. Des gens qui te font chanter, toi, c'était vraiment, il y a vraiment des gens crapuleux, que tu vas être amené à côtoyer parce qu'il y a de tout, Et tu les sentais, ces gens-là? Est-ce qu'il y avait un instinct au début? C'est toujours dans des circonstances où ils sont amenés à changer. Donc, par exemple, on a eu un moment, il y a une crise financière, on a essayé de renégocier avec nos indépendants le fait que leur facture était payée à 30 jours, plutôt cash le jour de l'émission de la facture. C'était tout à fait raisonnable comme demande, puisque personne payait cash à la réception de la facture. Tout le monde payait avec un délai, etc. À ce moment-là, ils nous ont fait chanter en nous demandant de pouvoir partir avec nos clients, d'avoir la propriété intellectuelle de tout ce qu'ils pondaient, enfin, des trucs inacceptables. Ce qu'on a accepté parce qu'on devait se trouver des solutions financières, mais c'est des choses. C'est montrer le vrai visage. Hein. C'est des choses qui sont
absolument dégueulasse, quoi. Ouais. Et donc, j'ai eu effectivement affaire à des circonstances comme celle-là. J'ai fait moi-même des erreurs, parfois essentiellement des erreurs de casting, très peu, parce que j'ai quand même toujours eu un espèce d'instinct qui m'a protégé, mais j'ai fait quelques erreurs de casting qui m'ont coûté cher au sens, pas spécialement d'argent, mais au cher d'épreuves, de perte de temps, de déception et parfois de problèmes avec mes équipes. Bon, ça, c'est des choses que j'ai regrettées. Et puis, j'ai eu quelques projets où ça s'est mal terminé, où j'ai parfois pas toujours bien réagi parce que je suis quelqu'un de très franc et entier. Et j'ai toujours protégé mes équipes. Et donc, j'étais prêt à sacrifier un client de plusieurs millions pour protéger mes équipes qui étaient, si tu veux, au bord du breakdown, si tu veux. Et quand je voyais que le client était irrespectueux, si tu veux, et ne respectait pas mes personnes, j'étais prêt à aller les défendre, c'est-à-dire à aller me fâcher, à cesser la relation commerciale, voire d'aller au procès si nécessaire. Mais mes gens étaient ma priorité toujours, au détriment des clients. Et peut-être que parfois j'aurais dû être plus conciliateur. Mais j'ai jamais été très conciliateur. Je suis plutôt. Mais ça fait partie de tes valeurs et j'aimerais justement t'entendre. Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais approfondir. On a le temps pour combien de questions, mais ça c'est le sujet des valeurs. Et c'est aussi le sujet de toi qui as dû grandir parce que tu avais des nouveaux challenges. Il faut grandir plus vite que sa boîte, surtout quand tu grandis si vite avec les acquisitions externes, etc. Est-ce que tes valeurs ont évolué? Parce que certaines personnes disent que le contexte est plus important que les valeurs, que tes valeurs elles évoluent en fonction du contexte, de ta perspective? Évidemment. Nous, on a eu une agence au Qatar. On a travaillé pour l'Arabie Saoudite. On a travaillé pour des boîtes américaines. Et ça t'amène à relativiser tes valeurs, tu vois. Parce que tu te retrouves avec des clients qui voient le monde tellement différemment de toi que tu dois... par exemple, l'égalité homme-femme qui est très, très puissante en Belgique. Je veux dire, on avait... nos managers, on avait beaucoup de managers qui étaient des femmes et on a toujours essayé d'avoir une égalité salariale entre les gens à position identique. Bon, déjà, j'ai créé mon agence avec une femme qui était la patronne et moi, j'étais le tech, le CTO. Ouais. Tu vois, donc j'ai toujours eu... Au fond, les femmes ont toujours été mieux payées chez nous que les hommes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Parce qu'elles étaient plutôt dans des positions managériales, account manager, etc. Et les gars, ils étaient designers, développeurs, et bon, c'est moins bien payé. Donc on a toujours eu ça. Puis on se retrouve dans un pays, le Qatar, pour pas le nommer, à travailler pour quelqu'un, et je suis là avec mon account manager, ma commerciale, elles n'ont pas le droit de parler dans la réunion. Tu vois, parce que ce sont des femmes, pour rentrer voir la reine, elles doivent se couvrir les cheveux et tout. Et là, je me dis, bon, il faut quand même qu'on fasse quand même gaffe, peut-être qu'on envoie plutôt des mecs, et tu te remets en question sur des choses qui étaient fondamentales, que tu n'aurais jamais challengé, mais que tu es obligé de faire si tu veux te développer dans un marché. Alors tu peux aussi dire, je ne veux pas travailler dans le Middle East, tu vois, mais économiquement, ça avait du sens. Ouais, et donc, tu dois faire des arbitrages. Donc, tu vois, c'est un exemple très simple d'un moment où tu remets en question tes valeurs. Voilà. Maintenant, on a quand même toujours, on est toujours resté accroché à des valeurs fondamentales. Je vais te prendre 3 exemples. Dans notre métier, il y a énormément de rétrocommissions, de bakshish, tu vois, de cadeaux que tu fais à des gens. On n'a jamais cédé à ça. Donc on a perdu des projets et des clients énormes plutôt que de céder à ça. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à rentrer dans ce circuit, tu vois, où tu payes des gens pour gagner des pitchs et des choses comme ça, c'est une espèce de cercle vicieux. Ouais. Après, tu n'as plus de crédibilité sans ça, quoi. Ouais. Et comme on a cité Denis en moi, on est des espèces de naïfs, un peu, tu vois, restés sur les valeurs du passé, honnêteté, transparence. On a toujours été comme ça. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais on a refusé souvent des appels du pied. Perdu votre âme. Et ça, on ne l'a pas changé du premier jour au dernier jour. On n'a jamais transigé là-dessus. Même chose sur la transparence. Alors, je vais t'expliquer, mais dans notre métier, il y a des gens qui font des prestations, ils encodent ça dans des timesheets, puis parfois ils en font plus qu'être prévu, moins que prévu. Et toi, tu dois envoyer à ton client ces données qui te permettent de justifier l'argent que tu leur demandes. Bien sûr. Nous, on n'a jamais triché là-dessus. Donc, on a toujours, si on avait presté moins, on leur disait, voilà, on a fait le projet dans le budget, on a fait un profit, tu vois. Et puis, si on faisait plus, on leur disait, bon, on a dépassé le budget,
on va compenser ça par le profit du passé, ou on va vous demander un supplément. Et on a toujours été très transparent. Mais ça nous a coûté les clients qui disaient, ah, moi, j'en ai rien à foutre quand vous dépassez, et quand vous faites moins, on veut payer moins, tu vois. Et là, on trouvait ça pas juste, et parfois, on a perdu des projets ou des clients, mais on avait pour valeur la transparence. Parce que si tu commences à chipoter là-dessus, où est la limite? Et est-ce que le client peut te croire la prochaine fois où tu viens avec... Bon, donc là aussi, on n'a jamais chipoté là-dessus. Et je peux te dire, c'est pas le cas de tout le monde dans notre secteur. Non, bien sûr. Sans accuser personne, la transparence, les backsheets. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ça a mis autant de temps, si tu veux, pour construire mon agence. J'ai mis 30 ans. Parce que j'ai fait ces choix-là qui ont peut-être ralenti la croissance, qui ont peut-être nous ont permis, qui nous ont coûté des opportunités commerciales. Voilà. Mais au fond, à la fin, je peux me regarder dans une classe en disant, je ne dois rien à personne, j'ai été toujours honnête et je n'ai jamais marché sur la tête de personne. Et j'ai jamais triché. Ça a mis plus de temps que j'avais prévu. C'est ça. Parce que j'avais dit à ma mère que je me retirais à 50 ans. Je me suis retiré finalement à 54, je crois, un truc comme ça. Oui, 67 à 2021. Enfin, bon, bref. Ça m'a mis un peu plus de temps que prévu, mais no regrets, tu vois, no regrets. Très intéressant. J'aime beaucoup l'approche. Dans toutes ces années, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ça y est, on a eu cette hockey stick growth, cette croissance où Eric Evrard, que j'apprécie beaucoup, le fondateur de EasyFish, expliquait que c'est la théorie de l'ascenseur, qu'il y a un moment où tu rentres dans l'ascenseur et tu es aspiré par l'attraction, tu survis à peine le volume de demande, de vente. Est-ce qu'il y a eu ce moment où tu t'es dit... Alors non. C'était la survie constante. Ouais. On est dans un marché très compétitif avec plein d'agences qui sont très compétents. Et en plus, on était dans un pays, la Belgique, qui est très difficile. Hein. Indexation salariale, le coût des personnes. Et on est dans un marché mondial. Nous, on bossait dans 20 pays pour. Donc, on se retrouvait face à des agences roumaines, espagnoles, qui étaient au quart, au tiers du prix. Donc, c'était un combat permanent. Et c'est un business dans lequel les marges n'étaient pas énormes. Les marges sont faibles. Pourquoi ? Parce que en permanence, on réinvestissait dans de nouvelles technologies, dans du recrutement de nouvelles personnes. Donc, on n'était pas dans une philosophie de on va maximer le cash chaque année. On ne distribuait pratiquement jamais de dividendes. On l'a fait 2-3 ans, des cacahuètes comme ça. Mais à un moment, on a décidé qu'on réinvestirait tout, ce qu'on a fait la grande majorité de la vie de l'entreprise. Et donc quand tu réinvestis en permanence, si tu veux, ça bouffe ton EBITDA. Et tu es obligé parce que la technologie elle bouge, les clients bougent, tu veux ouvrir de nouveaux pays, tu veux grandir, tu veux faire des acquisitions, voilà. Donc on n'a jamais eu ce moment d'inflexion. Ça a été chaque fois, ça a été une croissance assez stable au fond, avec des petites bosses et des petites baisses, avec un cycle. J'ai observé un cycle de 2 ans, avec chaque fois une période, une bonne année, une année un peu moins bonne, une bonne année, tu vois, ça faisait comme ça. Et parfois les cycles étaient bouleversés par une crise financière, le Covid, un truc comme ça. Mais en gros, le rythme, c'était comme ça de 2 ans en 2 ans. Et on a fait une espèce de croissance qui était vraiment, chaque année, on regardait tout le flux de cash flow et ça déterminait combien on allait investir l'année suivante. Évidemment. Et donc, on a toujours été très raisonnable. Oui, le moment de l'IPO. Après l'IPO, là, on a fait quelques acquisitions. Donc là, il y a eu une accélération, mais c'était pas parce que le marché te fait tirer vers le haut. Parce que le marché nous a toujours tiré vers le haut. Le Covid, c'était un bon exemple. Au moment du Covid, on a d'abord eu tous les clients qui ont arrêté les campagnes, les trucs, parce que crise financière, enfin, on se met en sécurité, etc. Et puis, ils sont tous débarqués pour e-commerce. Et là, on s'est retrouvés noyés de boulot, etc. Puis, le Covid est terminé, hop, ils ont continué les projets, mais ils sont nouveaux dit, il faut qu'on serre les boulons, etc., etc. Donc, on a vu des trucs comme ça. Mais non, il n'y a pas eu d'ascenseur. Ça a été vraiment un combat, marche après marche, marche après marche. Mais aujourd'hui, dans le monde des startups, etc., tout le monde cherche cette croissance exponentielle. C'est dans le monde des produits, des services SaaS, c'est tout, c'est différent. Nous, on travaille avec des gens. Et recruter des gens, c'est difficile, parce qu'il y en a peu qui arrivent sur le marché, qui sont formés. C'est très compliqué. Et on était essentiellement coincés par notre capacité à trouver de nouvelles ressources. Il faut savoir que la Belgique produit très peu de compétences dans notre domaine. Au point que certaines écoles te disaient, tu peux engager une personne cette année de chez nous, parce qu'on en donne une à vous, une à Siemens, une à Microsoft. Voilà, donc on a toujours été limité par la capacité de recrutement, et donc ça déterminait finalement ce qu'on avait à vendre, si tu veux, comme inventaire d'heures billables, et puis ça nous permettait de croître. Donc on n'a jamais eu cet effet-là.
Si tu m'avais découvert tout d'un coup 1000 gars qui étaient disponibles pour du boulot, alors on aurait pu avoir ce coup-là parce qu'on avait les capacités de le vendre. C'est ça. Mais on n'avait pas les capacités de le produire. Et comment maintenir alors ton feu sacré dans ce contexte-là, où c'est une croissance, où c'est dur, il faut continuer marche par marche. Oui. Comment est-ce que tu peux garder ta motivation Parce que, et le doute là-dedans? Est-ce qu'il y avait du doute? bien sûr, chaque année, on avait du doute. Chaque année, au premier semestre, on faisait les résultats intermédiaires, le rapport intermédiaire, et moi, je commençais, pas à paniquer, parce que j'ai jamais paniqué, mais je commençais à me stresser en me disant, comment est-ce qu'on va arriver à notre objectif? Tu vois, on se donnait des objectifs en interne, on faisait ce qu'on appelait le budget, etc. Comment est-ce qu'on va arriver au budget? Alors, parfois, on arrivait au-dessus, parfois, on arrivait en dessous. Et puis, l'année suivante, c'était moins bien, ou c'était mieux, puisque c'était des cycles de 2 ans. Alors, pour garder la motivation, moi, j'avais 3 trucs. Le premier, c'est que je changeais ma fonction. C'est-à-dire, par moment, je m'occupais des clients, par moment, je m'occupais d'un nouveau département pour faire la R&D de nouveaux produits. Par moment, je m'occupais des créatifs ou de lancer un... Donc, il y a ce côté de varier une partie de ton métier. Il y a des choses qui te sont imposées, puis d'autres que tu peux choisir de faire ou pas. C'est ça. Tu vois, je vais dire, on va se lancer là-dedans, et je commence à étudier, à réfléchir, à recruter des gens, à mettre des gens ensemble, on va faire ça et tout. Ouais. Donc j'avais cette variété, si tu veux, dans les solutions, les services et les secteurs. La deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un humainement de très tenace et breton d'origine, têtu si tu veux. Et donc obstiné et un peu joueur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu es tenté, tu vois, de ralentir ou d'arrêter le jeu. Et moi, je suis plutôt un joueur de poker. J'ai plutôt doublé la mise, si tu veux, et remettre encore plus. À plusieurs moments, on a eu ça. Et moi, mon truc, c'est plutôt quand ça va mal, tu rachètes, si tu veux. Quand ça va mal, tu mets double patate et puis ça va mieux. Donc, c'est aussi une question de personnalité. Et dans la boîte, on était beaucoup comme ça. On était beaucoup des gens drivés, motivés, plus efficaces dans les périodes de crise que dans les périodes où tout va bien. Dans les périodes où tout va bien, en fait, toi, tu deviens de moins en moins utile parce que tu as bien structuré ton équipe, tu as délégué. Et donc, quand ça va bien, tu sers moins. Quand ça va mal, du coup, tu es très utile, tu sers à plein de trucs, tu résous plein de problèmes, plein d'exceptions dans le système. C'est sadomaso à ça. Non, c'est pas sadomaso. Qu'il y aurait la crise, comme ça. C'est pas sadomaso, mais du coup, ça te donne l'énergie, si tu veux, de battre au moment où c'est nécessaire. Paradoxalement, parce qu'il y a des problèmes, tu deviens plus utile. Et voilà. Et puis, alors, j'avais aussi parfois des idées folles. Et alors, je lançais, on va s'associer avec une boîte de pub traditionnelle et on va faire des projets ensemble. Puis pendant 1 an, j'essaye de faire des énormes pitchs avec eux qui fonctionnent pas comme nous, mais on va bouffer, on travaille des nuits blanches, on fait des trucs. Et même si à la fin, ça n'a rien donné, ça m'a donné l'ouverture à un nouveau monde avec des nouveaux métiers, avec des nouvelles façons de penser, etc., qui après je traduisais dans l'offre de services Imakina. Donc tu as plein de possibilités, si tu veux. C'est de tester, apprendre, améliorer. C'est ça. Mais il faut avoir l'énergie et l'envie et la passion. Sinon, c'est vrai que si tu prends ça comme un métier, pour gagner de l'argent, ça n'a pas grand intérêt. Après 10 ans, tu as fait le tour, si tu veux. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit à mes gars, je n'ai jamais été travailler. J'ai jamais fait ça pour gagner de l'argent. J'ai fait ça parce que je voulais faire des choses dont j'étais fier. Je pouvais baratiner les gonzesses, tu vois, frimer, aller dans les médias, ou même juste moi, savoir que ce que j'avais fait était une première mondiale, un truc intéressant et tout. Ça, c'était mon moteur. Et puis après, je gagnais un peu d'argent. Il y a des fois, on gagnait que dalle. On a eu des périodes où on n'avait plus de salaire. Enfin, si j'avais pris comme salaire le coût de lease de ma bagnole, c'est la seule chose que je pouvais payer, c'était ma voiture. Donc ça n'a pas toujours été super bien payé. Il y a eu des périodes où c'était rien, très peu, puis un peu plus. On a eu de tout. Et donc, au fond, j'ai toujours pris que, pour moi, le pognon, c'est une conséquence. Si tu veux, c'était jamais un but. Tu vois, même au moment de la vente, mes actionnaires, eux, leur but, c'était ils ont investi, ils ont pris des risques, ils veulent le fruit de leur investissement et de leur risque. Moi, c'était plutôt, moi, je m'en foutais de la vente d'Imakina. Je m'en foutais. J'espérais bien un jour la vendre ou la transmettre à mes enfants. Ça, c'était mon but, mais j'ai compris que ça les intéresse pas. La transmettre ou en faire une boîte comme Apple qui allait vivre encore un siècle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'était plus motivant. Bon, à un moment, je dois quand même écouter mes associés, le marché. Évidemment. Et j'ai vendu. Je suis quand même content d'avoir vendu bien et d'avoir touché l'argent. Mais ça n'a jamais été le but. Ça a été une conséquence. C'est le bon mindset. C'est le mindset. En tout cas, c'est mon mindset aussi, en tout cas.
Trop bien. Mille merci. On est arrivé au bout. On avait 30 minutes. On a pris Parfait. au moins 45 minutes, une heure. Je crois que j'ai répondu dans ta liste à une question sur 13. Non, je pense pas. On a fait freestyle, mais j'ai adoré. Mille merci.